En ce début du mois d'octobre 2019, une semaine d'action massive a été déclenchée dans de nombreuses grandes villes du monde. Berlin, Brisbane, Londres, New York, Paris et bien d'autres. Cette rébellion internationale revendique 3 objectifs. Que les gouvernements disent la vérité sur l'état d'urgence climatique et écologique, 0 émission de carbone d'ici à 2025 et la création d'assemblées citoyennes. 6e extinction de masse, catastrophe naturelle toujours plus fréquente et violente, épuisement des ressources. Pour les scientifiques comme pour Extinction Rebellion, le constat est clair, il faut agir et vite. Très rapidement, le mouvement mondial de désobéissance civile en lutte contre l'effondrement écologique et le réchauffement climatique a vu naître des groupes locaux aux 4 coins du globe. On en dénombre aujourd'hui près de 500 dans plus de 70 pays. À Fribourg, en Suisse comme partout ailleurs, la rébellion s'organise. Nous avons suivi l'évolution de ce groupe local aux côtés des militantes et militants qui le composent pour comprendre les motivations qui les poussent à pratiquer la désobéissance civile non violente, mais aussi leurs doutes, leurs craintes et leurs espoirs. Le groupe fribourgeois d'Extinction Rebellion prépare sa 2e action. En avril 2019, des militants avaient réalisé des die-in dans plusieurs lieux de la ville. Durant ces actions, les participants s'allongent au sol pour symboliser l'extinction des espèces. Cette fois-ci, c'est un swarming qui aura lieu. Objectif, bloquer la route durant quelques minutes afin d'interpeller les passants et automobilistes. Une telle action à Lausanne quelques jours plus tôt a été sévèrement réprimée par la police. Après le 2e swarming, la police s'est intervenue assez massivement en 3 temps. Il y a eu des plaintes, sans doute que ça venait de Crédit Suisse. Avant toute action, il faut donc analyser ce qui a déjà été fait par d'autres groupes afin de mieux anticiper les risques. Donc tu dirais en 10 et 15 minutes après le début de l'action, ils vous ont déjà séparés, à peu près. Les participants se retrouvent dans un parc près du lieu du premier blocage. Comme avant chaque action, un briefing a lieu pour rappeler quels sont les risques légaux, comment réagir en cas de contrôle de la police et que faire si un participant ne se sent pas à l'aise et souhaite quitter l'action. La police fribourgeoise est normalement plus clémente qu'à Lausanne, mais on ne peut pas compter sur ça. Les risques sont 350 francs d'amende par personne, des arrestations, vos identités pourront être prises. Vos devoirs, c'est vous avez avoir votre carte d'identité sur vous. Toutes les informations qui sont sur la carte doivent être dites. Vous devez aussi donner votre adresse et c'est tout. Dès qu'ils vous posent des questions autres, vous dites « j'ai rien à déclarer ». Si tout à coup vous venez à être interpellé, sachez que c'est pas comme ce qu'on entend dans les séries policières américaines, on n'a pas le droit à un avocat, c'est pas comme ça le concept. Durant les gardes à vue, ça se passe qu'elles peuvent aller jusqu'à 48 heures de garde à vue en Suisse. L'ambulance qui passe, on la laisse. S'il y a les pompiers qui passent, on laisse passer. La police par contre, elle lâche. Les militants se dirigent vers un passage piéton et l'action commence. Une file de voitures se forme rapidement. Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Et 1, et 2, et 3 degrés. Mais très vite, les policiers arrivent sur place. Il y a la police. Déblocage, déblocage. Le blocage n'aura duré que quelques minutes. Bonjour messieurs. Bonjour. Ça va? Bien et vous? Je vais déjà enlever mes lunettes. Première chose, vous entravez la circulation, ce qui a été fait. Vous avez pu entendre 2-3 klaxons ou autre, c'est vraiment pas optimal. Vous restez sur les zones, les abords, ça c'est votre choix, hein. On est d'accord. Par contre, au niveau de la circulation routière, on n'a pas de tolérance, c'est pour la sécurité des autres usagers également, puis surtout la vôtre. On va procéder juste à une identification, d'accord? Pas de souci. Et puis ensuite, on est là. Ça marche. À vous de voir la suite des événements. D'accord. Après avoir donné leur identité, les militants prennent le temps de faire quelques interviews pour une vidéo en direct sur les réseaux sociaux. Il y a un rythme que j'aimais beaucoup, tu tapes, tu fais Extinction, Rebellion. Les participants se réunissent ensuite dans un café du quartier pour débriefer. Pour Yannick, l'action était certes brève, mais réussie. Ouais, c'est bien passé, on a réussi à prendre les bonnes décisions au bon moment, c'est hyper important. Les gens sont quand même un peu frustrés de la rapidité de l'action, mais dans les faits, c'était pour nous qui avons été coordinateurs beaucoup plus intéressant.
parce que notre objectif n'était pas de faire des actions qui durent avec des gens qui se font arrêter et des gens qui font des gardes à vue et que ça devienne très grave. On voulait vraiment juste voir la réaction de la police fribourgeoise. Elle a très bien réagi pour le moment. On pense que c'est une technique d'amadouement, on va dire, donc d'être gentil avec nous pour qu'ils puissent avoir des informations et savoir qui sont les leaders. Chaque petite action, si courte soit-elle, permet aussi d'observer la réaction de la population. On emploie la stratégie londonienne à Fribourg. Il faut vraiment qu'on redéfinisse qu'est-ce que les Fribourgeois aiment, qu'est-ce qui les touche. Nikoko a quant à lui déjà été arrêté récemment, il a donc décidé de ne pas prendre de risques et de filmer le blocage pour les réseaux sociaux indispensables au rayonnement des actions d'Extinction Rebellion. L'important c'est que ce genre d'action soit médiatisé, soit partagé et que ça crée débat, que la population soit au courant qu'il y a des choses qui se font, pas forcément qu'elle adhère directement à Extinction Rebellion ou à la lutte pour le climat, mais au moins qu'elle parle et qu'elle fasse des débats. Et parmi les participants ce jour-là, des jeunes encore mineurs déterminés à s'engager. J'ai 14 ans et je suis là parce que je trouve ça super important de se battre maintenant avant qu'il soit vraiment trop tard. Ce qui a motivé ces militants à rejoindre le groupe, c'est l'organisation, mais aussi la bienveillance entre les membres et l'aspect concret des actions menées. J'aime beaucoup l'écoute qu'il y a. Les gens, ils parlent pas les uns par-dessus les autres. Ça, c'est une caractéristique que je trouve dans XR. Tout a vraiment été pensé dans le mouvement, les moindres détails, etc. Et c'est vraiment un mouvement bienveillant et qui a un objectif assez clair. Et du coup, j'ai l'impression que... j'ai beaucoup d'espoir avec le mouvement. Pour moi, c'est de pouvoir faire quelque chose concrètement, en fait, et puis pas simplement... je sais pas, lire des articles à la maison puis me dire ah ouais ça va mal, je vais trier mes déchets. Yes. Non, c'est de pouvoir agir concrètement. Alors après en échangeant avec les autres, en réfléchissant à la portée de nos actions et tout. Et puis forcément que c'est pas en un claquement de doigts que ça va avoir un effet drastique, mais au moins il y a quelque chose de concret, de réel qui se passe. Une démarche bien acceptée par les familles de ces militantes. Avec le temps, je crois qu'ils comprennent aussi un peu l'urgence et que du coup, c'est aussi pour ça qu'ils acceptent plus. Si j'étais allée faire une manifestation, je sais pas, pour un truc plus futile, peut-être que là, ils m'auraient dit « Ah, mais tu te mets en danger pour rien » ou comme ça, puis ils sont quand même maintenant conscients de l'urgence climatique. Et ils savent très bien que c'est ce que je veux et eux aussi, ils sont pour l'écologie et comme ça et ils ont complètement accepté ma démarche. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud. Et celles et ceux qui ont recours à la désobéissance civile sont toujours plus nombreux et nombreux. Rappel de la définition de ce moyen d'action avec une spécialiste du sujet. C'est en fait un moyen de protestation utilisé par des citoyens pour remettre en cause une politique ou une loi qu'ils jugent injuste au nom de motifs politiques et qui est fait le plus souvent à visage découvert. Le terme en fait est assez connu chez les anglo-saxons depuis très longtemps, mais c'est seulement récemment qu'on parle de ça et pas de résistance ou de délit de solidarité ou d'action directe en droit suisse parce que chacun en fait a une particularité différente et en tant que moyen à disposition des militants, c'est vraiment vieux comme le monde. C'était utilisé déjà par des associations environnementales comme Greenpeace. Au cours des derniers mois, le mouvement a vu naître des groupes locaux comme celui-ci dans toute la Suisse romande et plusieurs cantons alémaniques. Ce premier blocage a permis de prendre la température afin de mieux orienter les prochaines actions fribourgeoises. Et pour faciliter la communication et être plus efficaces, les militants sont répartis en groupes de travail. Quelques jours après le blocage, le groupe chargé de la stratégie se réunit déjà pour réajuster l'axe des prochaines actions. Parmi les échéances importantes, le XR Tour, une semaine d'événements organisés dans plusieurs cantons, l'occasion de réfléchir au contexte local. C'était vraiment important de rétablir une stratégie qui convient à Fribourg et à la Suisse, parce que là on s'est rendu compte qu'en fait on appliquait une stratégie qui correspond à celle de l'Angleterre et qu'en fait en Suisse, si on l'applique, ça ne va pas fonctionner parce qu'on n'a pas la même police, on n'a pas le même gouvernement, on n'a pas aussi les mêmes gens. La stratégie d'Angleterre, c'est bloquer la vie quotidienne parce que c'est la vie quotidienne qui va nous amener à notre propre fin. En Suisse, si on fait ça, les gens, le peuple n'est pas prêt à ce qu'on les bloque. Par contre, si on réfléchit et qu'on a une approche beaucoup plus médiatique, où on prend des photos, où on demande aux élus de se positionner face à l'urgence climatique, les gens vont pouvoir comprendre le mouvement, ce qu'on fait et vers où on veut aller. Alors que juste bloquer des routes pour bloquer la vie quotidienne en Suisse,
Nous, on n'est pas prêt à ça et le peuple n'est pas prêt à ça. Du coup, il faut aller rétablir une stratégie qui convient à nous et à XR pour le bien du collectif et que les revendications soient claires aux yeux de tout le monde. Le groupe étant tout jeune, il doit donc trouver la méthode qui lui convient, mais en 3 mois seulement, les militants commencent déjà à affluer. À Fribourg, on est là depuis avril, et en fait, il fallait voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour trouver notre propre chemin, en fait, pour trouver notre propre voie. Et je pense que si cette réunion d'aujourd'hui, elle arrive maintenant, après les premières actions, c'est hyper intéressant et hyper concluant, en fait. Je ne vois pas du tout ça comme un échec, mais plutôt comme une porte qui s'ouvre vers où on va aller. Si Extinction Rebellion attire autant de monde, je pense que c'est parce qu'il y a une bonne raison là derrière, que ça donne voix au peuple. Aujourd'hui, si on veut lancer des pétitions, bien comme ça demande pas mal d'argent, ça demande beaucoup de boulot, alors que nous, on a envie de porter un message qui est non violent et qui est pour le bien de tout le monde, en fait. Et j'ai l'impression que la démocratie, comme on la connaît en Suisse, n'est pas disponible à tout le monde, en fait. Et alors que le message climatique va toucher tout le monde, et il faut que chacun puisse donner de soi, et je pense que c'est dans des collectifs comme Extinction Rebellion où on peut amener ça. Une urgence qui rend légitime le recours à la désobéissance civile. Souvent, la désobéissance civile intervient justement un peu en bout de chaîne, ou alors quand il y a vraiment une urgence à laquelle le système, en fait, tel qu'il est pensé, n'arrive pas à répondre parce que les mécanismes de participation sont ainsi faits que tout prend énormément de temps. Tout nécessite beaucoup de ressources. Enfin, lancer une initiative fédérale, ça reste quand même quelque chose qui est extrêmement coûteux. Et donc ça permet d'ouvrir une brèche pour une participation qui contrevient à ces désagréments du système. C'est ce qui a poussé des auteurs assez éminents de théorie politique à parler de la désobéissance civile comme une sonnette d'alarme ou un moyen de tester en fait les limites de la Constitution. En matière environnementale, on a fait des initiatives, on sensibilise la population, les politiciens, mais en tout cas pour ce qui est des entreprises, pour ce qui est du marché, il y a beaucoup trop de choses sur lesquelles on n'a pas de prise. Ça n'avance pas alors que l'urgence climatique, elle, devient de plus en plus forte. Donc maintenant, il faut accélérer les choses et pour accélérer les choses, on utilise finalement les seuls canaux qui restent ouverts à nous autres citoyens pour finalement juste protester ce mécontentement ou cette perte de confiance. Parce que ça dit vraiment quelque chose de la perte de confiance des citoyens dans la capacité de leurs législateurs ou de leurs représentants de répondre à leurs préoccupations premières. Et la chercheuse rappelle que ce qui est légal n'est pas forcément juste. La question vraiment de la légitimité, elle est fondée principalement sur le fait qu'actuellement, on a beau être en démocratie, la participation de tous et de toutes n'est pas possible de manière égale parce qu'on sait qu'il y a encore énormément de biais, de conditions de restriction qui sont liées au profil socio-économique des personnes, à leur nationalité, à leur degré d'éducation, à leur langue, etc., qui ne permettent pas en fait un accès égal à chacune aux instances démocratiques. Donc à partir du moment où la participation aux décisions n'est pas optimale ou peut encore être améliorée, pour des minorités, pour des personnes qui ne peuvent pas ou qui n'arrivent pas à atteindre ces espaces de discussion démocratique, il y a une légitimité à utiliser quand même et réclamer pour eux ce droit finalement de participer à l'élaboration des lois auxquelles ils vont être soumis. En cette nuit du mois d'août, les militants s'apprêtent à tester un nouveau type d'action. Plusieurs groupes vont sillonner la ville et les alentours pour coller des affiches afin d'interpeller la population. Des affiches qui portent des messages simples, des chiffres et des faits scientifiques quant à l'extinction des espèces et le réchauffement climatique. L'action est assumée et se fait à visage découvert, mais le but n'est pas forcément d'être interpellé. Cette nuit-là, plusieurs groupes le seront pourtant et des plaintes pénales déposées. Je serai moi-même interpellée et fouillée par la police qui me demandera à plusieurs reprises de montrer mes photos et vidéos, ce que j'ai refusé. Des auditions ont été réalisées et l'affaire est toujours en cours. Si Extinction Rebellion a une stratégie bien définie et plus radicale que d'autres associations écologistes, ce n'est pas pour autant que le mouvement ne souhaite pas créer de lien avec les autres acteurs existants. Début septembre, plusieurs militants se rendent à la rencontre avec le conférencier Lucien Villemin, organisé par la Grève pour le climat. XR prend soin de la vie. Les jeunes pour le climat, ils tentent de prendre soin de la vie. On tente toujours, parce de toute façon, on ne peut pas être complet. Dès le moment où on est inscrit dans la société de consommation, on ne peut pas prendre soin de la vie dans sa globalité.
Le thème de la conférence, mieux recycler les objets. Mais pour certains participants, ce qui est proposé est plus une mesurette qu'un véritable changement de société. Rapidement, les divergences de points de vue apparaissent. Pour moi, c'est quand même une demi-mesure par rapport à ce qui pourrait être vraiment fait, parce qu'on a besoin d'une transition écologique qui soit beaucoup plus radicale. Si on prend les derniers rapports du GIEC, malheureusement, un truc comme ça ne sauvera jamais, et on peut en faire des dizaines comme ça, et ça ne sauvera jamais rien du tout. À Extinction Rebellion, on fait de la désobéissance civile non violente, justement parce qu'on se dit qu'il y avait un contrat social qui a été établi entre l'État et le peuple. Donc l'État qui devait normalement tenir la santé du peuple, devait lui donner un travail, devait etc. faire beaucoup de choses pour, disons. Et ce contrat social n'a pas été respecté. Du coup, le peuple n'a plus à respecter le contrat social qui est de suivre les lois édictées par le Parlement, dont cette loi par exemple, typiquement. Moi, je ne la suivrai pas carrément. Pour Yannick, l'idée est bonne, mais mériterait d'être débattue au cœur d'une assemblée citoyenne pour mieux correspondre à la réalité de chacune et chacun. J'ai pas la vérité, je sais pas ce que c'est la vie, je sais pas ce que c'est plein de choses. Et là, c'est important pour moi qu'on passe par des assemblées citoyennes qui décident de ce genre de choses. Il espérait que cette rencontre permettrait plutôt de créer ou renforcer les liens entre les mouvements. On a besoin de se rassembler, on a besoin de travailler ensemble, on a besoin de partager nos travaux, nos idées, nos réflexions par rapport à comment on avance notre stratégie. Et c'est ça qui est le plus important, je pense, pour moi. Les deux mouvements sont très jeunes à Fribourg et en Suisse. On est à partisans à Extinction Rebellion de base. On ne veut pas soutenir de parti parce que justement on est large au niveau de la palette de ce qu'on peut offrir, des gens qu'on accueille, des gens qui soient de droite ou de gauche, parce qu'on est tous en train de vivre la même extinction et on n'a pas le temps de se diviser comme ça. Des échanges vifs qui ont mis Mathieu, membre de l'association Klimastrike, un peu mal à l'aise. Là, le débat, c'était assez chaud quand même parce qu'on sentait bien qu'il y avait des divergences d'opinion. Parce que finalement, on a tous les mêmes buts, mais on a des méga divergences d'opinion et puis de manière de faire aussi. On retrouve Lina croisée au blocage quelques semaines plus tôt. Très engagée dans plusieurs mouvements, elle admet ne pas avoir été convaincue par le projet présenté, mais reste consciente qu'il faudra travailler ensemble pour espérer s'en sortir. Si on va sur ces désaccords, on ne pourra pas avancer comme ça et il faut qu'on avance. Donc il faut qu'on avance ensemble ou qu'on n'avance plus. Quant à Lucien Villemin, il admet que ses années d'expérience ont peut-être quelque peu calmé ses ardeurs. Je pense qu'il faudra quand même apprendre à certaines fois trouver des chemins de traverse et on n'arrivera pas à tout obtenir d'un seul coup comme ça. Bon, c'est peut-être mon âge qui me fait dire ça, parce que j'ai du vécu qui m'a permis de traverser la vie depuis maintenant plus de 50 ans que j'ai rencontré les politiciens, les économistes et autres. Et je crois qu'il faudra quand même arriver à, non pas des concessions, mais des chemins de traverse qui permettent d'atteindre le but. Je crois qu'il est urgent aujourd'hui d'agir et de remettre en question des propositions qui permettent d'améliorer la chose et de s'accrocher ou de tatillonner sur des détails. Je pense qu'on n'a plus le temps de ça. Une urgence dont les médias ne parlent pas encore assez, selon Yannick. La première revendication d'Extinction Rebellion, qui est de justement dire la vérité, les médias ne le font pas vraiment. Et du coup, c'est problématique parce que ça permettrait à des mouvements comme nous d'avoir un vrai impact avec des gens qui réfléchissent vraiment et des politiciens qui justement prennent leurs responsabilités. Actuellement, ce n'est pas le cas. On reste dans une sorte de déni, la politique du singe, justement où on n'entend pas, on ne voit rien et on ne dit rien. Le traitement médiatique joue en effet un rôle primordial pour l'image du mouvement. À partir du moment où le premier prisme, la première question, c'est est-ce que ces actions ont été violentes? Est-ce qu'il y a eu des dérapages? En fait, on a déjà dans la question un énorme jugement sur la valeur de ce mouvement qui doit plutôt se défendre d'être ce qu'il est avant même de pouvoir parler de ce pourquoi il se bat. Donc il y a déjà un parti pris souvent qui évidemment influence ensuite la population. Et le profil des désobéissantes et désobéissants n'est pas forcément celui que l'on pourrait imaginer. On retrouve plutôt des profils socio-économiques assez élevés. C'est souvent des gens qui ont fait des formations, qui ont un degré d'études assez important, qui travaillent, qui par ailleurs sont impliqués pour d'autres causes. Il y a un bouillonnement ou disons une interconnexion souvent de gens qui sont à la convergence. Donc c'est plutôt des personnes justement qui sont plutôt ce qu'on se ferait comme idée du citoyen ou de la citoyenne modèle impliqué dans la vie de son État, la politique, l'intérêt
pour les questions sociales, ne sont pas des personnes qui font ça à la légère. C'est des personnes qui le font parce qu'elles ont l'impression que justement elles y sont contraintes parce que c'est le seul moyen. Ils en sont arrivés à une situation où c'est le dernier recours pour faire entendre leur voix. Bonjour, alors bienvenue à Extinction Rebellion pour parler un peu des principes et valeurs, comment on s'organise à Fribourg. On va essayer de faire d'abord un premier tour des prénoms. Comme chaque mercredi, c'est l'accueil des nouveaux membres. Zélie fait partie des militantes présentes ce jour-là. Pour elle, la désobéissance civile s'est imposée comme l'une des réponses à l'urgence de la situation. Pour cette cause-là, ça vaut la peine d'aller plus loin parce que justement la légitimité me semble dans ce cas-là plus grande que l'importance de la légalité. Ce qui me parle en fait, c'est le message qui est passé. On ne dit pas juste oui, c'est important, c'est urgent, mais vraiment faire des choses qui montrent que pour nous c'est tellement urgent qu'on est prêt à faire des sacrifices et à faire des choses qui sont en fait illégales tellement c'est urgent. Si son entourage comprend bien sa volonté de faire un tel sacrifice, son engagement pourrait être plus problématique au niveau professionnel. Au niveau de la famille et mes amis, j'ai pas du tout de problème par rapport à ça, de savoir de dire quand j'en fais partie. Mais c'est plutôt au niveau des responsabilités à côté, du travail et tout ça, s'il y a des arrestations, sur ce côté-là, ça peut devenir délicat. Ce mardi soir, projection d'un documentaire à Blue Factory. On y découvre le mouvement étudiant Hotport, un exemple de révolution non violente. Ils se sont formés et organisés pendant des mois. Ils sont maintenant confrontés à l'épreuve décisive de leur mouvement non violent. Peuvent-ils forcer le régime à laisser la place ? Objectif d'Extinction Rebellion, montrer comment la désobéissance civile a permis aux Serbes de se libérer de Milosevic dans les années 2000 en rassemblant progressivement les nombreuses composantes de la société. Si l'on transpose au contexte actuel, c'est le capitalisme l'ennemi à combattre. On sait que le futur que le capitalisme nous propose n'est plus acceptable pour l'avenir de l'humanité. Alors Hotport a une manière donc de montrer la chose un peu dans le style armé. C'est pas l'objectif d'Extinction Rebellion, mais on a la même envie de faire que les actions soient non violentes et qu'elles aient aussi un impact tant par leur beauté que par la masse que ça crée. La grande leçon ici, c'est qu'une coalition ayant une large base de protestation non violente peut balayer une dictature plus vite que toutes les actions clandestines du monde. Le documentaire montre aussi que les réactions de répression disproportionnées des autorités serbes ont favorisé une image positive du mouvement auprès de la population. Un mouvement qui incarne l'intérêt général sans ambition de conquérir le pouvoir, tout comme Extinction Rebellion. Se présentant comme un mouvement populaire, ils ont réussi à acquérir cette caractéristique finalement qu'ils n'avaient pas au début. Et nous, c'est un peu la même chose en montrant qu'on est là, qu'on est présent dans toute la Suisse, alors que c'est peut-être pas encore le cas. Finalement, ça va amener plus de gens qui vont croire en fait à la présence de ce mouvement. Une présence qui doit s'étendre de manière progressive pour que les actions futures soient mieux acceptées. Si le groupe fribourgeois espérait voir plus de nouvelles têtes, ce soir-là, les spectateurs repartent motivés, voire même impressionnés par le mouvement. Tous les gens qui font partie d'XR auxquels j'ai parlé, ils sont vraiment tellement déterminés et sûrs de ce qu'ils font. Ça, c'est vraiment le grand mouvement qui peut changer quelque chose. Le film aura aussi permis de remotiver les militantes et militants. En tout cas, sur moi, il a cet effet-là de me donner des frissons et me donner envie de, comme disait Yannick avant, d'aller bloquer des routes et d'aller faire des actions de désobéissance civile non violente. Enfin, ça motive, ça montre que ça a un impact, que les gens peuvent se sentir représentés dans ce genre de mouvement, parce que la non-violence, ça touche tout le monde, ça peut toucher les personnes plus âgées, ça peut toucher les enfants, c'est ça qui est beau dans ce genre d'action. J'ai trouvé ça très intéressant, parce que justement, il y a quand même beaucoup de parallèles avec XR. Et voir que déjà eux, ils ont réussi, ils sont arrivés à leur fin, ça donne une motivation. Voir que ça s'est déjà passé et en plus il n'y a pas longtemps, ça a marché, ils ont renversé une dictature, ça donne une certaine motivation, ça c'est clair. Et à l'approche du XR Tour, il a fallu de nouveau réorienter la stratégie. Cela tombe bien, l'une des forces du mouvement, c'est justement de se remettre en permanence en question. On avait prévu quelque chose d'un peu plus disruptif. Et on a dû revoir notre stratégie en se disant que ce ne serait pas vraiment
une bonne idée, que tous les gens super motivés, qu'on est maintenant là un peu dans le groupe cœur qui se donne à fond et qui est super impliqué, qu'on soit direct réprimé, qu'on ait des amendes et tout ça, on s'est dit que ça allait un peu plomber la motivation du groupe. Donc on a changé un peu la stratégie, on a revu la stratégie et on fait du coup une marche funèbre avec le thème du jour des morts, comme au Mexique, un peu, enfin une marche funèbre du coup un peu plus dansante, heureuse, une image un peu plus symbolique. Alors là, c'est le 3e jour du XR Tour. Donc on va fêter les morts, on va fêter notre avenir, notre futur. Et on va le cercueil derrière, un peu plus loin. Donc on va faire une marche avec plein de gens, j'espère, plein de couleurs, des masques. On sera tous maquillés, il y aura la musique et on va porter le cercueil jusqu'à la place d'Hôtel de Ville. Malgré ce qui se passe, on peut quand même continuer à faire la fête, à agir, à faire des actions en couleurs, pas déprimantes, sans violence. Et puis c'est ça qu'on aimerait montrer, aussi ce symbole-là. Alors bonjour tout le monde, d'abord merci donc de votre présence. Ça nous touche énormément de voir autant de monde qui ont envie d'enterrer leur futur d'une manière festive. Der Wildtiere sind in den letzten 45 Jahren verschwunden. Das Klima verändert sich und die Konsequenzen sind unvorstellbar. Wir zerstören das Leben, wir zerstören unsere Umwelt. Jeden Monat, jedes Jahr ist es unsere Zukunft, die wir ein bisschen schneller zerstören. Nous détruisons notre environnement et chaque mois, chaque année, c'est notre futur qui est davantage atterré, menacé. Les nouveaux membres continuent d'affluer. Cette fois-ci, leur accueil se fait à la Coutellerie, une maison de quartier en vieille ville de Fribourg, également café-restaurant, lieu de création et de partage. Un lieu qui correspond aux valeurs d'XR puisque basé sur l'autogestion et l'organisation horizontale. Et ce jour-là, certains des nouveaux arrivés ont moins de 10 ans. T'as déjà eu une interpellation avec la police, toi? Ouais. Sans délinquant, ouais. Je m'appelle Malik et j'ai 9 ans. J'ai participé à la marche semaine passée, je crois. Sinon, je ne me rappelle pas ce que j'ai fait d'autre. Je comprends qu'il faut que la planète est en danger à cause du climat. Et la présentation du mouvement permet aussi de parler de l'un des piliers d'Extinction Rebellion, la culture régénératrice. Alors la culture régénératrice, c'est un pilier du mouvement. Sans ça, Extinction Rebellion n'existerait pas, à mon avis.
Le principe, c'est que changer le monde, c'est bien, faire des actions, c'est cool, mais il faut prendre soin de soi aussi et d'abord. Du coup, en tant qu'activiste, on ne peut pas faire des actions tous les jours, avoir toujours notre tête qui pense à l'écologie. Là, on parle de nos émotions, par exemple, mais quand on est dans une action, on va parler de nos émotions aussi. On va avoir des gens qui vont être là, qui vont prendre soin de nous. Un niveau développé de culture régénératrice que Clémentine avait rarement connu dans son parcours personnel et militant. Pour moi, l'intégration dans un groupe, c'est un truc très important dans le militantisme. Puis le fait de le faire en amont et puis de créer des espaces où chacun se rend compte que vraiment il peut prendre la parole et puis on l'écoute et puis il n'y a a priori pas de discrimination particulière. C'est quelque chose qui m'est assez cher. J'avais vu des choses similaires dans des groupes de témoignages de violences sexistes ou de harcèlement de rue ou des questions de viol, puis dans des relations proches avec des meilleurs amis. On arrive à le faire avec des gens qu'on connaît peu, avec lesquels des liens de confiance ne sont pas forcément tissés, et puis de manière beaucoup plus large. Donc c'est assez fou que Extinction Rebellion arrive à rendre scalable, donc à faire à plus large échelle ce que j'avais seulement vu dans des petits groupes de confiance. Puis je suis impressionné, à force de relire les documents qu'on a, les principes et valeurs et structures d'organisation, à quel point c'est bien pensé et puis à quel point c'est profond dans l'organisation qui a été créée. Et puis j'y trouve ma place à plein d'endroits. Donc, tant dans le côté stratégie, parce que j'aime bien réfléchir, ou bien relationnel. XR, j'ai aussi rencontré plein de nouveaux amis, d'intérêts en commun ou de sensibilités communes par rapport à l'horizon politique, la manière de se rebeller face au système, ou bien juste un souci pour l'environnement, mais ça crée quand même directement du lien. Quant à Ben, lorsqu'il a participé à la création d'XR en avril dernier, il ne s'attendait pas à une évolution si rapide. J'ai créé un petit groupe avec quelques personnes qui étaient motivées et au fur et à mesure d'autres personnes sont arrivées qui sont énormément investies et je les remercierai jamais assez parce qu'aujourd'hui je vois que ça tourne tout seul, que l'autonomie des gens elle a été directe et puis que tout le monde a pris des responsabilités incroyables dans ce groupe. Donc c'est magnifique ce qui se passe à Fribourg. Et ce mode d'action face à l'urgence lui semble être toujours mieux accepté par la population. Au début, on était vraiment incompris. Quand quelqu'un bloquait la route, on se disait mais c'est juste pour foutre la merde, ils n'ont rien d'autre à faire, etc. Mais gentiment, avec le relais aussi des médias, etc., les gens ils commencent à comprendre que l'urgence elle est réelle et puis qu'on a des fois pas d'autre choix de se rebeller et puis du coup d'enfreindre la loi pour faire changer les choses. Si Ben a toujours été sensible à l'écologie, la désobéissance civile résonne un peu en lui, comme un dernier espoir. À force de voir en fait que tous les autres moyens qu'on avait essayés pour sortir de la merde dans laquelle on s'était mise n'avaient pas fonctionné jusqu'à présent, je me suis dit que la seule solution qui restait, enfin il y en a encore quelques-unes, mais disons qu'il faut qu'on essaye un peu tout ce qui nous reste et la désobéissance civile non violente fait partie de ces solutions qui peut peut-être fonctionner, quoi. Donc je suis prêt à aller en prison, ça me fait pas peur, enfin c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire du tout. Mais ça me fait beaucoup plus flipper quand je vois l'état du monde et les choses qui vont nous tomber dessus que le fait d'être privé de liberté pendant une période de temps donné. Les enjeux ils sont beaucoup trop grands pour penser à son confort personnel avant de penser au futur de toute l'humanité. Un peu à la situation politique en Suisse. Ce soir-là, ce sont Morgane et Florian qui présentent Extinction Rebellion. Cet ancien étudiant de 24 ans qui vient d'arrêter l'université pour se lancer dans un apprentissage avait déjà entendu parler du mouvement depuis longtemps. C'est en fait un copain à moi qui m'a ajouté sur le groupe WhatsApp d'Extinction Rebellion Fribourg et après il est parti. Et du coup je me suis dit bon moi, je me suis dit que j'allais rester quand même un moment pour voir. Et puis, alors,
via ce groupe, j'ai appris qu'il y aurait bientôt une action de die-in. Comme tout le monde, je savais que quelque chose n'allait pas, mais j'avais envie d'avoir plus de précision. Comme bon nombre de militants, Florian a participé à des marches et manifestations, mais avait de plus en plus de mal à y trouver du sens. Une fois, alors que j'étais en train de marcher, justement, il y a une vieille dame qui était au bord de la route, qui ne comprenait pas trop qu'est-ce qu'on faisait, puis qui m'a demandé, je lui ai dit « ouais, on marche pour le climat ». Puis elle a dit « ah, c'est bien, vous êtes mignon ». Du coup, je me suis dit « bon, si c'est pour passer pour des gens mignons, pour les petites vieilles, il va peut-être falloir passer quand même un cran au-dessus ». Et du coup, c'est ça qui m'a vraiment attiré chez Extinction Rebellion, c'est qu'on peut avoir un impact. Bien sûr, on a besoin que beaucoup de gens se mobilisent, mais on peut mettre la pression, on peut faire plus que juste un article dans le journal qui dit qu'il y avait 500 000 personnes qui ont marché pour le climat. Mais la convergence des luttes reste selon lui essentielle pour que s'opère un véritable changement. De toute façon, la désobéissance civile est une méthode qui fonctionne, mais pour qu'elle fonctionne, il faut effectivement qu'on ait un maximum de monde. Après, ça ne veut pas dire que les autres mouvements ne servent à rien. Les marches, c'est bien pour attirer l'attention, pour visibiliser un peu le problème. Même les mouvements plus radicaux, plus violents, ils n'ont pas aucune utilité. Tout le monde a sa pierre à apporter et puis je ne vais pas essayer de convertir quelqu'un à la désobéissance civile non violente si son truc c'est de casser des vitrines. Et s'il admet ne pas être encore tout à fait prêt à cela, il estime également que l'incarcération de militants peut s'avérer utile. Il constate cependant des réticences d'une partie de la population face aux actions illégales. Un des reproches qu'on nous fait, c'est que oui, mais en Suisse, il y a plein de moyens, d'autres moyens que ça de se faire entendre. Pourquoi vous ne faites pas une initiative? Pourquoi vous ne faites pas une marche? Et en fait, je pense que ce qui nous pousse vers la désobéissance civile, c'est vraiment l'urgence. Parce que, honnêtement, on ne fait pas ça pour s'amuser. On n'a pas envie d'aller bloquer des ponts puis de passer la soirée en prison. Si on pouvait ne pas le faire, on ne le ferait pas. Sauf que, voilà, au bout d'un moment, on n'a plus le choix. Le contexte suisse lui paraît pourtant idéal pour une révolution non violente. Toutes les conditions sont réunies pour qu'un mouvement comme Extinction Rebellion prenne de l'ampleur et puisse avoir vraiment des victoires. Parce que si tu compares justement, par exemple, à la France, t'es abusé, quoi. Tu sors dans la rue, tu te fais matraquer, tu te fais gazer. En Suisse, on a une large couverture médiatique qui en plus, en général, est vraiment positive. Après, pour la Suisse allemande, c'est un peu plus compliqué en Suisse allemande. Mais en Suisse romande, vraiment, les médias, ils sont là, ils viennent, et quand ils parlent de nous, ils parlent en bien, donc c'est super. Et puis, on n'a pas de répression policière ultra violente, on n'a pas de censure dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Donc, on a vraiment toutes les conditions qui sont réunies pour faire quelque chose de grand. Et le recours à la désobéissance civile en Suisse n'est d'ailleurs pas nouveau. Certains mouvements pour les droits des femmes ont aussi utilisé des actions qui peuvent être qualifiées d'actions illicites pour publiciser en fait, et mettre sur le devant de la scène leurs revendications. Puis après, historiquement, vous avez les cas les plus connus, c'est Gandhi, Martin Luther King. Donc le fait de transgresser certains interdits pour en fait susciter le débat, rendre très tangible leur cause et puis obliger finalement les politiciens et politiciennes à répondre à leurs attentes et leurs griefs. Ce moyen d'action instaure également un véritable rapport de force. Ça montre que, une fois de plus, en fait, la politique telle qu'elle est faite aujourd'hui est un milieu qui est encore un milieu hyper privilégié, hyper difficile d'accès, et puis qui est jalonné par des rapports en termes de classe, de genre, de profil socio-économique. Tous ces mouvements, en fait, qui utilisent la désobéissance civile, que ce soit les mouvements d'aide aux réfugiés, que ce soit les mouvements climatiques, rendent en fait explicites ces rapports de force qui jalonnent l'accès aux espaces de pouvoir. Et puis on le voit aussi dans la question de la qualification de la violence.
Parce que d'une certaine manière, on va qualifier de violents certains actes quand ils sont faits par une minorité dans un certain contexte. Le rapport de force est légitimé dans un sens, là on ne considère pas que c'est une violence. Par contre, d'empêcher un automobiliste de sortir de sa voiture pendant 2 minutes parce qu'on a déployé une banderole, là on est dans de la violence. Par contre, si on vous fouille à nu parce que vous avez mis de la craie sur un espace public, il y a vraiment quelque chose qui a un enjeu énorme en termes de où est-ce qu'on place la limite. Et en fait, le où est-ce qu'on place la limite, il est extrêmement politique. Après des mois de mobilisation pour le climat, un point d'orgue est atteint ce 29 septembre 2019. 100 000 personnes marchent à Berne pour dénoncer l'inaction du gouvernement contre l'effondrement écologique et le réchauffement climatique. Parmi les participants, de nombreux membres d'Extinction Rebellion venus de toute la Suisse. On retrouve notamment China, membre du groupe fribourgeois. Si elle n'a plus vraiment espoir en la manifestation comme seul moyen d'action, elle estime que toutes les stratégies sont complémentaires. La convergence des luttes, elle est importante. Il faut qu'il y ait des groupes féministes qui viennent, il faut qu'il y ait des groupes pour le climat qui viennent. C'est important qu'il y ait beaucoup de gens qui se manifestent et qui se mobilisent, et beaucoup de gens qui viennent de plusieurs endroits différents et qui utilisent plusieurs méthodes différentes parce que justement, ça se complète. Je trouve ça hyper impressionnant de voir qu'il y a autant de gens qui sont là aujourd'hui. Et ouais, je suis venue aussi pour ça parce qu'on se soutient mutuellement et il y a besoin de monde, que ce soit pour la désobéissance civile ou pour les manifestations traditionnelles. Et voilà, c'est bien qu'il y ait du monde partout. Et il y a vraiment énormément de gens et c'est trop cool. Pour China aussi, la désobéissance civile non violente est devenue un outil évident. Mais avant de découvrir Extinction Rebellion, elle était prête à aller bien plus loin. C'est marrant parce que juste avant d'entendre parler d'XR et puis d'entrer à XR, ce qui s'est passé, c'est que j'ai entendu parler des Black Blocs et j'ai été hyper galvanisée par leur cellule de désarrestation. Donc en vrai, j'étais prête à devenir violente s'il fallait. Du coup, la désobéissance civile non violente, c'est carrément mieux. Je risque moins qu'en faisant partie des Black Blocs au final. J'ai pas l'impression d'être la personne qui a le plus à perdre à me faire arrêter. Donc voilà, je suis arrêtable. What do we want? Climate justice! What do we want? J'ai souvent participé à des manifestations où il y avait souvent des gens qui étaient un peu plus agressifs ou bien plus qui s'emballaient un peu. Et dans XR, c'est pas du tout le cas. Ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de communication, c'est super drôle, on s'amuse bien. Il y a une ambiance un peu particulière de bienveillance où on est tous en train de s'occuper de chaque personne, veiller si tout le monde va bien, s'il ne fait pas trop chaud, si on a faim. Quant à la désobéissance civile, c'était pour elle loin d'être une évidence au premier abord. Ça va à l'encontre de ce qu'on a tout le temps appris. C'est clair que les Suisses, on est toujours habitués à être polis, pas dérangés en fait. Et il faut se battre contre soi-même, franchement c'est pas facile. Je suis quelqu'un d'assez calme et assez dans les règles et dans les normes. Et ça m'embêtait beaucoup au début. Il y a des moments où on se retrouve face à la police puis ils nous disent oui mais il y a des gens qui habitent là et on se dit oui, et je leur prends 5 minutes de leur temps mais au final on se bat pour qu'on puisse vivre. Le contexte suisse reste particulier car contrevenir aux lois n'est pas habituel pour la plupart des citoyennes et citoyens. On a en Suisse une très forte conception de la valeur de la loi, du respect de la loi, qui n'est pas une mauvaise chose en soi vraiment, mais on a une réduction en fait de la loi, enfin du droit sur la loi. Et on a une tendance à oublier que c'est pas parce qu'une loi dit quelque chose qu'aucune critique de cette loi ne peut en être faite. La loi ne traduit pas le juste en absolu. La loi est humaine, elle est faite par des personnes élues, de manière normalement démocratique, etc. Ça, c'est quelque chose qui est des fois un peu oublié. On a une tendance à réduire en fait la loi à le juste. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not. Le XR Tour terminé et la rébellion internationale du mois d'octobre approchant, on retrouve Corinne qui fait partie du mouvement depuis le début.
L'occasion de faire le bilan avec cette fribourgeoise d'adoption qui a pu observer le contexte particulier du canton. Moi, je vis en Gruyère, je vois bien effectivement la mentalité rurale et évidemment plus loin de ces préoccupations-là. Pas parce qu'elle ne les comprend pas, parce que simplement quand on travaille la terre, on a aussi un rapport différent à la nature, puis on se dit oui mais c'est ces citadins-là qui nous font des histoires, et puis il faut être vegan, mais ils ne comprennent pas forcément, c'est vraiment deux mondes. Un temps où justement on était parti sur de la vraie désobéissance civile, beaucoup inspirée de Londres, hein, avec bloquer des ponts, etc. Et puis il y avait eu ces événements, entre autres Zurich, Bâle ou Lausanne, où la police avait réagi fort, la répression avait été forte. Et on s'est rendu compte à ce moment-là, mais nous on n'a pas encore assez de monde, on n'est pas assez nombreux pour prendre de tels risques dans le sens où on va effrayer des gens pour nous rejoindre. Et puis ceux qui sont là, s'ils se font tout le temps arrêter, ils vont aussi se lasser. Puis l'idée, c'est quand même toujours de réunir le plus de monde possible. Et là, on avait réorienté sur des actions plus spectaculaires, plus visibles, où les médias ont envie de venir faire des belles photos. Typiquement, la Limac, c'est typiquement une action de ce type-là, très visuelle, très belle, qui forcément fait parler d'elle. On était plus partis là-dessus. Et puis après le XR Tour, en rediscutant, on se rend compte qu'on peut quand même aussi partir sur des choses plus radicales, peut-être, si je peux exprimer ce terme-là. Et maintenant, il y a un peu trois types d'actions. Il y a les actions peut-être plus artistiques, peut-être plus poétiques. On peut penser quand on a fait des choses craies, mais ça peut être un peu de tout, hein, qu'on mette un peu notre fantaisie là-dedans, parce que je pense que ça, c'est aussi un mode de communication vraiment intéressant de passer par le beau, par l'art. Des actions justement quand même spectaculaires, et puis celles qui sont plus radicales, où on bloque peut-être des ponts, des routes, etc. Et puis d'avoir ces trois types d'actions en parallèle. Pour Clémence Demey, il ne faut pas non plus s'attendre à une banalisation de la désobéissance civile. Vu les conditions actuelles, c'est quand même des procédures pénales, c'est pas agréable quand on n'a pas été confronté à la justice, parce que c'est pas des personnes justement qui ont un contact normalement problématique avec la justice. C'est assez confrontant en fait quand on ne sait pas à quoi s'attendre, d'être interpellé par la police, de devoir se justifier, etc. Donc je ne parlerai pas de banalisation. Après, est-ce que ça va donner des idées à d'autres mouvements ? Oui, peut-être. Après, c'est un moyen d'action qui n'est pas accessible à tout le monde, la désobéissance civile, parce que tout mouvement ne peut pas se permettre de prendre le risque, justement, de prendre des sanctions légales. Déjà, rien que si on pense à des personnes dont les statuts en Suisse sont précaires. On sait aussi que c'est des mouvements où il y a une surreprésentation. Alors, c'est peut-être un peu en train de changer à XR, mais souvent, il y a une surreprésentation de profil masculin, parce que les femmes auraient un rapport au corps à se mettre dans une situation de confrontation où elles risquent quand même d'être touchées physiquement, d'être interpellées, qui est moins simple. Donc tous ces facteurs sociaux restent un enjeu. C'est pas si facile. Il y a une logique aussi de mettre en avant des personnes, des fois dans les actions de désobéissance civile, qui peut devenir un peu problématique. Mais là, pour l'instant, je trouve que c'est assez intéressant avec XR parce que XR met une très forte lumière sur l'aspect collectif du mouvement. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi parce que ce qu'il y a derrière, c'est que ce n'est pas une personne héroïque qui fait cette action pour entraîner les autres. On n'est plus dans Gandhi qui est le leader charismatique, on est dans un mouvement collectif. Et en ça, pour moi, il y a aussi quelque chose de profondément politique là-dedans, parce qu'on est dans quelque chose qui crée du lien, qui ne veut pas juste être un mouvement de frondeurs. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait pour se mettre en avant ou se donner une identité, se construire une identité. On n'est plus d'accord de jouer avec vos règles du jeu, les règles du jeu qui sont faites par les personnes qui sont déjà dans ces espaces privilégiés, qui sont conçus pour eux, par eux, et donc pour lesquels finalement quand on ne fait pas partie de ces catégories-là, c'est quasiment impossible d'arriver à y rentrer. Si la détermination et les liens forts créés entre les membres du groupe apaisent l'anxiété que certains peuvent ressentir face à l'urgence et la gravité de la situation, le degré d'optimisme varie sensiblement d'une personne à une autre. Je suis persuadé que d'une manière ou d'une autre, on va trouver une solution. Par contre, je pense que la situation elle est vraiment catastrophique et je pense qu'il faut se bouger, il faut faire quelque chose, il faut agir, mais je pense qu'on a la capacité de changer. Je sais pas si j'arrive à me représenter ça à l'avenir. Enfin, je crois que je suis plutôt pessimiste.
Mais j'aimerais, s'il fallait parier maintenant sur notre réussite, je suis pas sûre que je parierais sur notre réussite, mais j'espère qu'on aura cet entrain-là, j'espère que ça va s'amplifier, que la masse de gens va augmenter. Et oui, je pense que la conscience collective est en train de gentiment s'éveiller. Je suis assez mitigé parce que les Suisses, ils sont quand même connus pour leur petit confort, leur petit chalet tranquille. Mais vu que je suis très rêveur, je m'imagine et je l'espère énormément. Et c'est pour ça que je suis très motivé à me donner à fond pour voir ce rêve se réaliser. Je suis foncièrement pessimiste en fait depuis longtemps, mais c'est ce pessimisme-là qui me donne en fait la rage et le fait de se dire qu'en fait il n'y a plus que ça à faire et puis si ça marche pas, au moins on aura essayé et puis mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Moi je suis une optimiste, même si c'est pas pour notre espèce. Peut-être aussi parce que j'ai une vision où finalement à l'échelle de l'univers et je me dis mais finalement rien n'est grave, dans le sens où on se prend très au sérieux, nous notre petite espèce, on est des toutes petites fourmis, notre vie dure rien du tout. Je pense que c'est très important de se battre bien sûr parce que ce qu'on est en train de détruire, c'est ça qui est terrible, c'est ce non-respect du vivant et ce qu'on a réussi à détruire en si peu de temps, ça nous fait tous mal. Mais finalement je ne sais pas si je me bats pour l'espèce humaine ou si je me bats simplement par respect et pour célébrer ce cadeau qu'est la vie sur cette terre sublime en fait. Je pense que c'est peut-être plus ça. Si l'espoir peut sembler mince et l'avenir incertain, l'indignation, elle, est grandissante face à l'inaction des gouvernements. Partout, la rébellion s'organise, se forme et se perfectionne. Une lutte pour notre survie que ces militantes et militants mènent avec amour et détermination.